Bonjour à tous. Dans ce premier chapitre, nous allons parler d'anatomie et de pathologie oculaire. Il est important, pour devenir opticien diplômé, de mieux connaître l'anatomie et le fonctionnement de l'œil, ainsi que les pathologies associées. Dans ce premier module, nous allons voir toute l'anatomie générale de l'œil. Il est tout d'abord important de comprendre que la vision humaine est un phénomène extrêmement complexe et que pour que cette vision soit performante, il faut un système optique permettant d'obtenir une image nette du monde au niveau de la rétine, puis un dispositif de transformation de toute cette énergie lumineuse en un flux nerveux, et enfin un système de traitement de l'information visuelle permettant de prendre conscience du monde qui nous entoure. Et tout ceci ne pourra être réalisé que grâce à un système musculaire qui permette aux deux yeux de fixer le point regardé. Les philosophes considéraient l'œil comme le miroir de l'âme. Nous allons donc commencer par les parties externes de l'œil visibles lorsque l'on regarde une personne dans les yeux. Sur la partie supérieure de l'œil, nous allons retrouver la paupière supérieure et dans la partie inférieure de l'œil, la paupière inférieure. Au bord des deux paupières, nous retrouvons les cils. Les cils, comme les paupières, ont un rôle important dans la protection de l'œil. Au centre, la partie colorée s'appelle l'iris et au centre de l'iris, nous retrouvons la pupille qui va jouer un rôle de diaphragme dans la limitation de l'apport de lumière dans l'œil. La partie blanche de l'œil va s'appeler la sclère et celle-ci est recouverte par la conjonctive. Au bord interne de l'œil, nous allons retrouver la caroncule lacrymale qui va avoir un rôle dans l'évacuation des larmes. Puis la jonction entre les deux paupières dans la partie externe de l'œil s'appelle le canthus externe. L'œil est une sphère complexe dont toutes les parties participent à la vision avec des rôles que l'on va détailler tout au long de ce module. Sur la partie antérieure de l'œil, qui forme comme une bulle transparente, cette partie s'appelle la cornée. La cornée est une des deux lentilles qui va permettre de faire converger les rayons lumineux arrivant dans l'œil vers la rétine. Nous avons vu dans la diapo précédente que la partie blanche de l'œil s'appelle la sclère. Une partie est visible de l'extérieur de l'œil, mais il faut savoir qu'elle se poursuit tout autour de l'œil et va donner la rigidité à cet œil. Sur la partie antérieure, elle est recouverte par la conjonctive. La partie colorée de l'œil s'appelle l'iris, avec en son centre la pupille. Toute la partie antérieure de l'œil est remplie d'un liquide qui va s'appeler l'humeur aqueuse. Ensuite, nous retrouvons le cristallin qui est également une lentille qui va permettre de faire converger les rayons lumineux vers la rétine. Sur toute la partie postérieure de l'œil, nous allons retrouver également un liquide qui va être un peu plus gélatineux et qui s'appelle l'humeur vitrée ou le corps vitré. Sous la sclère, une couche s'appelle la choroïde. Celle-ci se situe entre la sclère et la rétine. Dans cette rétine, nous allons retrouver deux points importants. La macula. La macula est un point de l'œil où il y a plus de photorécepteurs et donc c'est celle-là qui nous permettent d'avoir une bonne acuité visuelle. À l'inverse, nous allons retrouver une partie qui va s'appeler la papille, qui est un endroit où il n'y a pas du tout de photorécepteurs, donc qui est un point aveugle dans l'œil et qui va être le départ du nerf optique. Nous allons maintenant voir plus en détail toutes les parties de l'œil. La première étant la cornée. La cornée est donc la partie qui forme une bulle sur la partie antérieure de l'œil. Donc c'est une membrane transparente. Elle est transparente car elle doit permettre de laisser passer les rayons lumineux à travers l'œil. Cette membrane est ce qu'on appelle avasculaire, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas de vaisseau sanguin. Cependant,
elle est richement innervée, c'est-à-dire qu'elle contient énormément de nerfs et c'est donc une partie du corps humain qui est très sensible. Si vous avez un cil sur votre doigt, vous n'allez pas le sentir, mais si vous avez un cil au niveau de la cornée, vous allez énormément le sentir. C'est à cause de l'innervation de la cornée. Les rayons de courbure, c'est-à-dire que c'est une demi-sphère, et ces rayons de courbure est d'environ 7,8 mm sur la face avant de la cornée et 7 mm sur la face postérieure. Les deux faces étant convexes vers l'extérieur. C'est pour ça que ça forme comme une bulle. La puissance de la cornée est d'environ 42 dioptries. Son épaisseur est différente entre le centre et le bord. Elle est de 0,55 mm au centre de la cornée et 0,8 mm au bord. Elle est donc plus fine au centre. La cornée est formée de plusieurs couches qui, de l'extérieur vers l'intérieur, est composée de l'épithélium qui comprend 5 à 6 couches de cellules. Les couches basales vont être donc en profondeur et elles vont générer des cellules filles qui, celles-ci, petit à petit, vont être poussées vers l'extérieur. Et comme tout épithélium, on va avoir une esquamation des cellules à la surface de cet épithélium. En fait, toutes ces couches vont se régénérer en 7 jours. En dessous de l'épithélium, nous allons retrouver la membrane de Bowman qui est une condensation du stroma. Le stroma, c'est quoi? C'est la couche la plus importante de la cornée. C'est un tissu conjonctif dont l'organisation des couches est conçue pour permettre la transparence de la cornée. En dessous, nous allons retrouver la membrane de Descemet qui est une membrane très résistante et qui va vraiment permettre de donner cette forme de bulle à la cornée. La dernière couche est l'endothélium cornéen. C'est une seule couche de cellules qui permet l'hydratation du stroma et les cellules ont une forme hexagonale assez régulière et lorsqu'elles ne sont plus régulières, cela va permettre de déterminer si la cornée est justement bien oxygénée ou pas. Le cristallin. Le cristallin est une lentille biconvexe, c'est-à-dire que ses deux faces convexes sont opposées l'une par rapport à l'autre. Il est de puissance variable. Pourquoi? Parce que le cristallin est responsable de l'accommodation de l'œil, c'est-à-dire qu'il peut changer sa puissance afin de permettre à l'œil d'accommoder et donc de passer de la vision de loin à la vision de près ou de la vision de près à la vision de loin. Sa puissance au repos, c'est-à-dire lorsque l'accommodation est égale à 0, est d'environ 22 dioptries. Il est également, comme la cornée, transparent, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de vaisseau sanguin et lui ne contient pas de nerfs non plus. Tous les échanges se font par diffusion entre l'humeur aqueuse et le cristallin ou le corps vitré et le cristallin. Il est suspendu par des fils extensibles, fins et friables, qui s'appellent la zonule de Zinn. Cette zonule de Zinn est reliée au muscle ciliaire et c'est ce qui permet le changement de la forme du cristallin et donc l'accommodation. La membrane qui entoure le cristallin s'appelle la cristalloïde ou capsule. Et en fait, lorsque l'on vieillit et que l'on a de plus en plus de difficultés à accommoder, c'est surtout la perte d'élasticité de cette capsule qui est en grande partie responsable de cette perte de l'accommodation. Le corps ciliaire se situe en périphérie du cristallin. Il est relié à celui-ci grâce à la zonule de Zinn. Il est composé de 3 parties. Les muscles ciliaires, qui sont des muscles qui vont être responsables de la modification des faces du cristallin et donc vont être responsables de l'accommodation. Ensuite, nous avons les procès-ciliaires qui sont une partie du corps ciliaire qui vont permettre la production de l'humeur aqueuse, le liquide qui remplit toute la partie antérieure de l'œil. Il est composé également de l'angle irido-cornéen,
c'est-à-dire d'un angle qui se situe entre la cornée et l'iris. C'est également dans cet endroit que se situe le trabéculum. Comme nous venons de voir, l'humeur aqueuse est un liquide qui remplit toute la partie antérieure de l'œil. Cette humeur aqueuse est sécrétée par les procès-ciliaires, ensuite va passer à travers la pupille et va s'évacuer dans l'angle irido-cornéen et donc dans le trabéculum. 1% de cette humeur aqueuse est produite par minute, ce qui est très rapide. La pression intraoculaire, c'est cette pression que l'on va mesurer lorsque l'on va faire une mesure de pression intraoculaire, ce qu'on appelle la tension aussi oculaire. Cette pression intraoculaire, lorsqu'elle est normale, varie entre 15 mm et 20 mm de mercure. Une sursécrétion et ou une mauvaise évacuation de l'humeur aqueuse peut conduire au glaucome. Cette humeur aqueuse est donc un liquide limpide contenant 7 à 8 g de chlorure de calcium par litre, environ 0,1 g de protéines par litre, de la vitamine C et de glucose. C'est grâce à l'humeur aqueuse que l'endothélium cornéen comme le cristallin vont permettre de pouvoir avoir des échanges, c'est-à-dire qu'ils vont absorber le glucose, tout ce qui va leur permettre en fait de vivre, entre guillemets, et de pouvoir rejeter dans l'humeur aqueuse tous leurs déchets métaboliques. Cette humeur aqueuse donc va ensuite être évacuée dans le trabéculum, puis ensuite on va se retrouver dans le canal de Schlemm et ensuite elle va être évacuée dans la circulation générale. Le trabéculum est un espèce de maillage qui permet, avant d'être envoyé dans le canal de Schlemm, c'est un filtre en fait qui va filtrer l'humeur aqueuse avant d'être évacuée. Le corps vitré ou humeur vitrée est un tissu conjonctif et transparent puisqu'il faut aussi que la lumière passe à travers lui pour atteindre la rétine et qui contient 90% d'eau. C'est un matériel de remplissage. C'est un gel semi-liquide qui ressemble un petit peu à du blanc d'œuf qui va occuper la majeure partie du volume du globe et va donner vraiment cette forme à l'œil. Le corps vitré représente 6/10 du poids total de l'œil. Il sert de soutien et permet la rigidité et l'élasticité du globe oculaire. Lui aussi, il fournit du glucose, du phosphore à la rétine et en reçoit du CO2 et de l'acide lactique de dégradation et ces éléments qui vont être évacués aussi à travers le corps vitré. Mais ces échanges sont très lents. L'iris. L'iris est un diaphragme circulaire qui se règle automatiquement en fonction de la luminosité. C'est un phénomène réflexe qui se modifie en fonction de la luminosité. Cela va permettre d'augmenter la profondeur de champ, un peu comme un diaphragme d'appareil photo, et va réduire également, lorsqu'il y a une grande intensité lumineuse, certaines aberrations chromatiques du système optique. La face antérieure, ou ce qu'on appelle stroma irien, va être de différentes couleurs. Et donc, si les lamelles qui composent cette face antérieure sont étroites, l'iris va paraître bleu par diffusion des photons que l'on retrouve dans la lumière. Si les lamelles sont larges et contiennent beaucoup de mélanine, alors les yeux vont paraître marron ou noirs. Dans tous les cas, la face postérieure ou épithélium pigmenté de l'iris, cette face, elle est noire. Ce qui fait qu'en fait, que l'on ait les yeux bleus ou les yeux marrons, nous ne sommes pas forcément plus sensibles à la lumière, en tout cas au niveau de l'iris, puisque dans tous les cas de figure, la face arrière de l'iris est noire. Au centre de l'iris, nous avons la pupille.
La pupille est généralement ronde chez l'homme. Sa taille se situe entre 3 et 6 mm de diamètre en fonction effectivement de la luminosité qui va arriver dans l'œil. Il faut savoir qu'elle est un peu plus petite chez les bébés et chez les personnes très âgées. Elle se réduit environ de moitié entre 20 et 80 ans. Lorsque la pupille augmente de diamètre, à ce moment-là, on appelle ça la mydriase. Et lorsque la pupille diminue de diamètre, on appelle ça le myosis. La choroïde est une membrane qui se situe entre la sclère et la rétine. Elle tapisse tout l'arrière de l'œil et va jusqu'à l'ora serrata. L'ora serrata, c'est une partie de l'œil qui se situe près du corps ciliaire. Elle peut varier son épaisseur et cette modification du volume de la choroïde permet de réguler légèrement la pression intraoculaire. La pression intraoculaire, c'est la mesure de la quantité d'humeur aqueuse. Le rôle essentiel malgré tout de la choroïde est un rôle nutritif de la rétine en lui fournissant les précurseurs des pigments visuels. Le pigment choroïdien, en réduisant la diffusion de la lumière sur le fond d'œil, améliore la finesse de la vision. Et c'est en fonction de la quantité de ce pigment que l'on sera plus ou moins sensible à la lumière et non pas en fonction de la couleur de l'iris. La rétine. La rétine est une partie très importante qui a un rôle primordial dans la vision. C'est un tissu neurosensoriel dans lequel nous allons retrouver, entre autres, les cônes et les bâtonnets. La rétine est capable de capter les rayons lumineux et de les transformer en un signal nerveux pour ensuite être envoyé, grâce au nerf optique, jusqu'au cerveau. La lumière arrive donc d'abord sur les cellules ganglionnaires, puis va passer au niveau des cellules amacrines et ensuite des cellules bipolaires, avant d'arriver au niveau des cellules horizontales et enfin au niveau des photorécepteurs. C'est au niveau des photorécepteurs que la lumière va être transformée en un flux nerveux qui ensuite va repartir dans l'autre sens pour être transféré grâce au nerf optique jusqu'au cerveau. Deux régions de la rétine peuvent être intéressantes. C'est la papille, c'est-à-dire que là, c'est là où le nerf optique va partir de l'œil pour rejoindre le cerveau. Cette papille, en fait, ne contient pas de photorécepteurs et c'est ce qu'on appelle la tache aveugle de l'œil. Et ensuite, à l'inverse, la macula, qui contient énormément de cônes et donc va participer de façon essentielle à la vision. Nous venons de voir que la macula est une partie importante de la rétine. Elle se situe pile en face du centre de la cornée, du centre du cristallin, afin que les rayons traversant l'œil arrivent directement sur cette partie de la rétine. C'est une partie qui contient énormément de cônes. Au centre de la macula, nous avons la fovea et au centre de la fovea, nous avons la foveola. Et plus nous allons vers le centre, et plus le nombre de cônes augmente. Et donc, plus il y aura la possibilité de vision très performante des détails et des couleurs.